il y a des gens qui m'appellent, j'y vais. Bonsoir à tous et soyez les bienvenus dans cette nouvelle édition du journal. Ce soir, la rédaction accueille Raos, Aïda Madi Raos. Bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes candidat pour les législatives, c'est connu, vous êtes déclaré, ça fait un moment. Aujourd'hui, on parlera de votre programme pour les Mahorais dans le cadre de ces élections qui approchent. Vous restez avec nous, Raos. Merci. Avec nous également sur le plateau, Pierre Bellucci. Bonsoir Pierre. Bonsoir Amina, bonsoir à tous. On parlera avec vous de politique également. Cette fois, on ira du côté de Paris où le nouveau gouvernement est désormais connu. Les noms des ministres ont été dévoilés. On en parle tout à l'heure avec vous, Pierre. Mais d'abord, voici les titres de ce jeudi 18 mai. Le torchon brûle depuis plusieurs jours entre l'actuel et l'ancien patron du MEDEF. En cause, une gestion de la médecine du travail que Michel Taillefer juge en conflit d'intérêts avec les activités d'entrepreneur de son président, Thierry Gallarme. Ce matin, les deux hommes ont pu débattre dans un climat tendu où les reproches et autres menaces ont fusé. Explication. Ce jeudi, Mayotte inaugurait son nouvel amphidrome. Le Kariani a réalisé sa première traversée en présence de personnalités locales. Comme le Polé arrivé l'année dernière, le navire est imposant avec 67 mètres de long pour une capacité d'accueil de 590 passagers. Une bonne nouvelle pour la société de transport maritime qui, cette année, fêtait son 40e anniversaire. AWA Mayotte, l'association agréée pour la surveillance de la qualité de l'air sur l'île, a pour mission de mesurer, étudier les polluants atmosphériques, informer et sensibiliser la population sur les effets nocifs de ces polluants. En phase avec ses missions et son air, AWA a récemment lancé son site internet et s'est doté d'un véhicule hybride. Zoom sur la qualité de l'air et les moyens de l'améliorer à la fin de votre journal. Et on commence tout de suite avec cette affaire qui continue à faire grand bruit. Depuis plusieurs jours, en effet, les attaques se multiplient entre Michel Taillefer et Thierry Gallarme. Les deux entrepreneurs, anciens et actuels présidents du MEDEF, ont débattu ce matin sur notre plateau. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que le ton est monté très vite. Michel Taillefer reproche ainsi au président de la MEDETRAM d'avoir été à plusieurs reprises en conflit d'intérêts. Ce dernier aurait notamment fait facturer au syndicat des patrons des prestations réalisées par l'entreprise qu'il dirige. Davantage de précisions dans ce sujet signé Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Ce matin, l'ambiance était électrique sur le plateau de la matinale de Kwezi. En effet, depuis plusieurs jours, le torchon brûle entre Thierry Gallarme et Michel Taillefer. Ce dernier reproche à l'actuel président du MEDEF d'avoir facturé des prestations à l'organisation syndicale via son entreprise Luvi et se sent passer par l'avis du conseil d'administration. Il y a eu une conférence organisée en présence du préfet Seymour Morsi, du président de la FEDOM et d'un certain nombre de personnalités. Pour des raisons d'agenda, tout ça a eu lieu très vite. Et effectivement, j'ai procédé. J'ai fait appel à des ressources que j'avais rapidement sous la main, qui étaient celles de l'UVI. Et comme il fallait payer les sous-traitants de lumière, d'éclairage, de son, j'ai procédé très vite, dans l'urgence et en toute bonne foi. Et j'ai compris après avec mon bureau qu'il serait plus sage de procéder autrement. C'est bien pour ça que pour les 30 ans du MEDEF, j'ai fait appel à une société concurrente qui s'appelle Bouche à Oreille, après une mise en concurrence avec la société Angalia. C'est-à-dire qu'il y a quand même une erreur à la base que vous avez reconnue et que vous avez rattrapée. Voilà. On peut le dire comme ça ? Une erreur de jeunesse, de début de mandat. Une erreur qui, selon Michel Taillefer, n'est pas isolée. L'ancien président du MEDEF et de la médecine du travail à Mayotte reproche également à son successeur de s'être servi de son mandat de président de MEDETRAM pour facturer des prestations par le biais de ses entreprises Luvi et Archipel. Des faits que ne nie pas Thierry Gallarme, puisque selon lui, cela n'a rien d'illégal. Tout d'abord, sur le plan légal, la loi sur la médecine du travail de droit commun, qui va s'appliquer le 1er janvier 2018, l'interdira, effectivement. Enfin, plus exactement, soumettra un accord du conseil d'administration. Ce n'est pas le cas pour le moment. Mais encore une fois... Pour le moment, vous avez le droit. Pour le moment, j'ai le droit. Quel est le montant, s'il vous plaît ? Vous n'avez pas le droit de dilapider l'argent des cotisants. Je suis désolé, monsieur Taillefer. Donnez le montant. Je répondrai... Donnez le montant. Je le donnerai le 14 juin. Mais vous le donnerez le 14 juin, on est patient. À mon conseil d'administration. Parce que c'est mon devoir de répondre d'abord aux gens qui m'ont élu.
En ce qui concerne les sommes, Thierry Gallarme s'est refusé à répondre pour le moment, ce qui a eu le don de faire sortir de ses gonds Michel Taillefer, qui menace de se rendre à la justice afin que la lumière soit faite rapidement. Moi, si aujourd'hui Thierry Gallarme ne répond pas à mes demandes, je vais saisir le juge des référés pour qu'il nomme un administrateur judiciaire. C'est tout. Moi, ce que je veux, comme tous les adhérents de Medetram, c'est savoir qu'est-ce qui est fait de mon argent. Je voudrais savoir combien est facturé par la société Luvie et la société d'Archipel, donc sur l'exercice 2016, de Luvie et Archipel à Medetram. Je voudrais savoir quel est le montant qui est facturé. Et n'oubliez pas, puisque tout à l'heure vous parliez de faiseur de roi, qu'est-ce que vous seriez si je n'avais pas fait le tour des popotes, hein, qu'est-ce que vous seriez? Alors attention, dans quelque temps, ça sera fini. Dans quelque temps, ça sera fini. Alors il faut respecter les gens, monsieur Gallarme. En tout cas, respecter les entrepreneurs. Et puis surtout, hein, il faut rester calme, il n'y a pas de problème. Mais moi, dites la vérité. C'est vous qui avez demandé le débat. C'est vous qui avez demandé à vous suicider. Moi, là, dans cette affaire-là, je ne suis ni à Medetram, ni au MEDEF. Je suis simplement adhérent. Face aux suspicions, Michel Taillefer réclame la démission de Thierry Gallarme de son mandat de président de la médecine du travail à Mayotte. Néanmoins, le patron du MEDEF s'y refuse et évoque des manœuvres politiques. En clair, après ce débat, une seule chose est sûre, cette affaire ne va pas en rester là. Et du côté de la Colasse, à présent, les jours se suivent et se ressemblent alors que la situation n'évolue pas. Les autorités se refusent toujours à intervenir. Vendredi dernier, la DIECT a rencontré les délégués syndicaux de la CGT, mais depuis, le statu quo demeure. Et contrairement à 2015 où le conflit avait mobilisé plusieurs syndicats, le mouvement de cette année repose uniquement sur les épaules de la CGT, ce qui pousse la direction à s'interroger sur la légitimité du mouvement. Le point sur cette énième journée de grève. Dans ce sujet, signé Abbas Alidi, Pierre Bellucci et Leslie Vimnet. Les grévistes de la Colasse étaient à nouveau mobilisés ce matin. Et tous avaient encore à l'esprit les événements de la veille. En effet, en fin d'après-midi, salariés et direction ont eu de vifs échanges. Et l'un des dirigeants a tenté de forcer le barrage constitué par les grévistes. Ben oui, en fin de journée, ça a chauffé entre les salariés grévistes et la direction de la Colasse. Donc on s'est rendu compte que la direction nous provoque, ils sont déjà là à nous provoquer tout le temps. Donc du coup, les grévistes n'ont pas pu accepter ça. Donc voilà, on a failli un peu se bousculer, mais bon, tout s'est bien passé. Si les choses sont rentrées dans l'ordre, le climat reste délétère, tandis que les discussions n'ont toujours pas débuté. wao wakosaha wajarule isinyesede amba wao kaona wema na nafsi zatu safwasi nam na bana sikarsiki be shtiatos karsumenya karsurema ka weshni shrerenga be ban leo rongoa madirekteri watu wao na walawe pia la kabasi gari la wao ni wajarule rasa. La CGT accuse la direction de faire pression sur les contrats précaires afin qu'ils ne prennent pas part au mouvement. Selon les délégués syndicaux, beaucoup sont ainsi solidaires avec la grève, mais restent chez eux par peur des représailles. La question de la mobilisation est donc posée, même si la détermination des personnes présentes reste intacte. On est dans une société où la jeunesse réclame leurs droits. C'est des jeunes qui sont là. Et je ne pense pas qu'ils vont baisser les bras. Ils vont aller jusqu'au bout parce qu'on sait très bien que le pyramide d'âge ici à la Colasse est vachement élevé. Donc du coup, les vieux, ils se mettent à l'ombre. Donc on dit, ouais, il n'y a que 30 grévistes ou 25 grévistes. Mais non, tous les grévistes sont là. D'ailleurs, les vieux qui se mettent à l'ombre et les jeunes continuent à gréver. Donc du coup, s'ils se disent, ouais, mais il y a que 27, bon écoutez, on va rassembler tout le monde, ils seront là et puis tout le monde va voir tout simplement que tout le monde à la Colasse est gréviste sur le 2 maisons, centre bâtiment, centre-route, tout le monde est là. Donc voilà, c'est ça ce que je suis en train de dire, de faire passer le message qu'il n'y a pas que 20 ou 30 personnes qui grèvent, mais non. Demain, les délégués syndicaux auront pour mission de rassembler un maximum afin que dès la semaine prochaine, l'impression d'un mouvement très suivi force la direction à ouvrir des négociations.
Et à noter que lors de la commission consultative du travail qui s'est tenue ce jour et qui porte sur l'application du Code du travail de droit commun, le syndicat EFO a quitté la table des négociations. Son secrétaire départemental dénonce un simulacre de consultation qui vire au dialogue de sourds. Et je vous propose à présent de revenir sur l'un des événements du jour, l'inauguration ce jeudi du Cariani, si l'on peut dire le frère jumeau du Polé. Tout comme ce dernier, le nouvel amphidrome peut atteindre une capacité d'accueil de 590 passagers. Une bonne nouvelle pour le service de transport maritime qui, avec ce nouveau bateau, se voit renforcé, et ce le 40e jour, le jour de son 40e anniversaire. Disposant désormais d'une flotte de 11 navires pour assurer les liaisons entre la Grande Terre et la Petite Terre, le STM compte bien ne pas en rester là. Le reportage de Sony Chamsidine. Inauguration en grande pompe pour la nouvelle vedette du jour. En présence notamment de nombreuses personnalités locales, le Cariani a réalisé sa première traversée entre les deux terres du département. Comme le Polé, le nouvel amphidrome fait grande impression. Il est très beau, le bateau il est très beau. On est parti sans savoir qu'on était déjà en pleine mer. Donc il est tellement silencieux qu'on ne sent même pas qu'on est dans un bateau. Donc c'est une bonne chose. Fikira njema za jahar maitsia maore. Habo leo para barji pia, barji nzuzuri, itusaideu maore pia ambao sera là les jours inshallah taala kartotambia wenda zaudi na wenda terrain. Il est très bien, hein? Il pourra supporter donc beaucoup de personnes et beaucoup de voitures. Hein? C'est un excellent bâtiment. Hein? Sentiment partagé par l'équipe du navire. Pour le jeune commandant de bord, naviguer à bord du Cariani est un moment spécial. C'est la deuxième fois que j'inaugure, étant donné que j'ai inauguré le Polé. Pour moi déjà c'est une deuxième fierté, être à bord lors de l'inauguration et voir autant de personnes importantes à bord, c'est déjà une super fierté. Plus le navire il est gros, plus la capacité de manœuvre est importante. Donc du coup, comment dire, étant donné que j'ai dit que la capacité de manœuvre est importante, cela veut dire qu'on a beaucoup plus de difficultés à manœuvrer le navire contrairement aux autres. Avec ce dernier bateau d'une longueur de 67 mètres pour une capacité d'accueil de 590 passagers et près d'une trentaine de véhicules, Mayotte est désormais armée pour garantir un service de transport maritime de qualité. De quoi voir grand pour le président du conseil départemental. Cette opportunité ouvre pour le département la possibilité de développer une ligne de transport maritime. Nous avons l'intention de développer la ligne maritime Longoni, Mamoudzou, Loni, puis Loni, Mamoudzou et Petite Terre. Ainsi, l'ensemble de nos outils pourront être utilisés pour, encore une fois, donner le meilleur service à la population. Pour la société de transport maritime, il s'agit d'un joli cadeau le jour de son 40e anniversaire. Avec ce deuxième paquebot local, le premier transporteur de France, avec plus de 4,7 millions de passagers par an, entre dans une nouvelle ère. Et je me tourne maintenant vers notre invité, Saïd Hamadi Raos. On va parler de votre programme, tout à l'heure on l'a dit, mais juste un petit mot sur ce nouvel amphidrome qui vient d'arriver, votre réaction. Je suis heureux de constater que le département innove et met à la disposition des usagers des bâtiments qui sont aux normes. Ça me fait plaisir. Alors Raos, on va justement revenir sur l'objet de votre présence sur ce plateau. On parlera des législatives, bien sûr. Aujourd'hui, vous présentez devant les Mahorais pour les représenter à Paris, pour les représenter dans les plus hautes instances. Qu'est-ce que vous leur proposez très clairement ? Je dois d'abord rappeler aux Mahorais qui n'étaient pas en situation de voter en 2002 que ce projet de députation ne date pas de 2017 avec l'élection d'Emmanuel Macron. C'est un projet que je construis depuis 2002 quand j'étais maire de Congo et j'ai constaté les lacunes qui existaient dans la gestion des collectivités à Mayotte du point de vue national. La plupart des collectivités en 2001 étaient sous tutelle préfectorale. La tutelle s'est arrêtée en 2008.
quand j'étais plus maire. Donc j'ai vu les difficultés que rencontrent les collectivités locales et j'ai vu les difficultés que rencontraient les Mahorais parce que j'étais en poste dans les affaires. Donc c'est la synthèse de tout ça qui m'a incité à aller défendre Mayotte à Paris parce qu'il manquait des Mahorais à ce niveau. Et aujourd'hui, en tant que député, qu'est-ce que vous pensez pouvoir apporter clairement? D'abord, nous devons reconstruire Mayotte. Parce qu'en 1977, quand le législateur a décidé de séparer Mayotte du territoire français des Comores, après l'indépendance unilatérale de l'Union des Comores, Mayotte a eu un statut hybride, un statut qui ne permettait pas son développement. Le gouvernement agissait à Mayotte sur la base d'ordonnances, ce qui fait qu'il n'y avait pas une politique réelle de développement du territoire de Mayotte. De 1977 à nos jours, rien n'a été fait en matière d'infrastructure. La route nationale 1, par exemple, qui va de Mamoudzou à la gendarmerie de Mtsamboro, est restée la même. On a mis du bitumage, mais elle n'est pas aux normes nationales. Durant 40 ans, rien n'a été fait parce que les gens pensaient que peut-être un jour, les Mahorais allaient se décourager et intégrer par eux-mêmes l'Union des Comores. Alors aujourd'hui, on a un nouveau président de la République, un nouveau gouvernement. Aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous inspire, Raos? Que pensez-vous des personnes qui ont été justement mises à la tête de ce gouvernement? Je suis heureux de constater que le nouveau chef d'État se comporte en jeune. Il ne se comporte pas du tout en politique en faisant les brisbilles de la politique. Quand je suis rentré aussi de métropole, je n'ai pas intégré une formation politique qui était puissante ici à Mayotte, comme le MPM ou le RPR. J'ai milité au PS, alors que le PS ne représentait rien du tout à Mayotte en 1996. Voyez-vous, moi je suis du côté des travailleurs, pas de ceux qui veulent tout recevoir. Et aujourd'hui, la proposition du chef d'État de nommer des ministres de droite, du centre, de la société civile participe dans ce que je souhaite pour l'intérêt de Mayotte. Vous adhérez au projet de Mais bien sûr, ça a toujours été notre projet. Et le discours fondateur pour moi a été le discours de Marseille, où il a parlé de progressistes. Voyez-vous, en 2004, j'étais l'un des initiateurs d'un programme politique qu'on appelle les frappes. Réunir toutes les forces de gauche et du centre pour créer un pôle progressiste. Et ça aboutit à l'élection de Seydou Marouali sans étiquette comme président du Conseil général. Je n'ai pas attendu 2017. En 2009, j'ai créé aussi avec d'autres la Fédération progressiste dont j'étais le porte-parole avec Moutar Salim, et nous avons fait élire Elouaro député européen face à des socialistes et à des UMP. En 2011, j'étais encore à la tâche pour faire élire Daniel Zaidani, qui est du centre droit. Voyez-vous, je ne mets pas ma petite personne devant. En revanche, mes amis et mes adversaires ne s'intéressent qu'à leur titre. Donc aujourd'hui, clairement, le Parti social mahorais, dont vous êtes le président, aujourd'hui, il est quoi? Il est plus de gauche, se rapproche du centre, ou il est prêt à aller là où il y a des choses à faire comme... de toute façon, nous sommes progressistes. Nous sommes progressistes, c'est-à-dire nous sommes de gauche. Nous sommes pour la justice sociale. Nous avons eu un différend avec le secrétaire fédéral du Parti socialiste, parce que nous contestions déjà la gestion qui était hasardeuse, qui ne s'intéressait pas du tout aux problèmes des Mahorais. C'était en 1997. Et nous avons fait la scission, parce que pour nous, le plus important, c'est le social. Et ma foi, 15 ans après, l'histoire me donne raison. Et c'est ce qui me fait
plaisir. Et je pense que tous les jeunes Mahorais s'identifient à moi. Même vous, vous identifiez quand vous étiez à l'université, parce que j'étais le seul jeune qui osait dire non à la gestion, à l'hégémonie du MPM et du RPR. Aujourd'hui, je suis sûr que si les jeunes de la circonscription 1 et la population en général me donnent confiance, je vais intégrer la majorité présidentielle et je serai dans mon espace. J'avais déjà publié il y a quelques mois sur notre mur du Parti social mahorais la venue de Bruno Le Maire. Donc les gens me critiquaient. J'étais venu ici même. Je disais que je verrais bien Mansour Kamardine au sud et moi au nord. Voyez-vous, j'avais déjà, comme si j'étais celui qui soufflait de manière prémonitoire aux oreilles du président actuel. Donc cette synthèse. Vous aviez quand même choisi Jean Lassalle. Non, j'ai pas choisi. Jean Lassalle est venu me voir. Et ce n'est pas une honte. C'est quelqu'un qui a fait 40 ans de mandat et qui a été un député coriace qu'il est. Et il n'est pas diplômé de la fac de droit comme certains veulent nous faire comprendre que il faut d'abord avoir été à l'université de droit pour être député. C'est de la foutaise. Il faut avoir de la poigne. Il faut savoir faire ses dossiers. Comme quand on a vu au début le président actuel inaugurer la barge. Il a fallu qu'il y ait un Raos qui aille à Bruxelles chercher des crédits. Et ce sont les crédits européens qui ont financé cette belle barge. Et je ne serai pas le seul à la prendre. Merci beaucoup Raos. Merci d'avoir parlé de votre candidature pour ces législatives dans la circonscription 1. Merci. Et maintenant, place au reste de l'actualité de ce jeudi 18 mai. En voici un petit tour d'horizon tout de suite dans l'actualité en bref. Hier, la journée aura été marquée par la nomination des ministres du gouvernement Édouard Philippe. Gérard Collomb, Nicolas Hulot, Jean-Yves Le Drian, François Bayrou, Bruno Le Maire. Le gouvernement est composé de 23 personnes, dont 12 hommes et 11 femmes, issus de la droite, de la gauche et du centre. En ce qui concerne le ministère des Outre-mer, Annick Girardin succède à Erika Bareitz. Née le 3 août 1964 à Saint-Malo, en Ille-et-Vilaine, elle a été députée de Saint-Pierre-et-Miquelon dont elle est originaire le 17 juin 2007. Membre du Parti radical de gauche et présidente du mouvement Cap sur l'avenir fondé en 2000, elle a été en 2014 secrétaire d'État chargée du développement et de la francophonie dans le gouvernement Valls I. Le 11 février 2016, elle est devenue ministre de la fonction publique du deuxième gouvernement Valls. Il ne s'agit donc pas d'une novice en ce qui concerne l'exercice du pouvoir, même si la tâche qui l'attend notamment en Guyane et à Mayotte s'avère des plus complexes. Depuis l'annonce du nouveau gouvernement, les réactions se multiplient et c'est notamment le cas du côté de la Fédération des entreprises des Outre-mer. Par le biais d'un communiqué, la FEDOM explique prendre acte du nouveau gouvernement et félicite la nouvelle ministre des Outre-mer. Selon le président de la Fédération, je cite, « La nomination d'Annick Girardin est une bonne nouvelle pour les Outre-mer pour 2 raisons. La première est que le ministère des Outre-mer est maintenu, ce qui n'était pas acquis il y a encore quelques jours. La deuxième raison est qu'en sa qualité d'ultramarine et de membre du gouvernement sortant, elle connaît l'urgence des enjeux et est opérationnelle immédiatement. J'ajoute que lorsqu'elle était parlementaire, elle a toujours été très à l'écoute de la FEDOM et attentive aux dossiers économiques que nous défendons. Pour le reste, la Fédération salue la présence dans ce gouvernement de Laura Flessel, Bruno Le Maire ou encore Gérald Darmanin. La ligne directe Mayotte-Paris ne cesse de battre des records. En effet, depuis son lancement le 10 juin 2016, le succès se confirme de mois en mois. Les chiffres de l'aéroport de La Réunion en attestent une nouvelle fois, puisque selon les médias du département voisin, la fréquentation des lignes se décompose de la manière suivante, je cite, Réunion-Mayotte, moins 2,3%. L'ouverture par Aérostrade d'une ligne directe Dzaoudzi-Paris continue à faire sentir ses effets. Le trafic Réunion-Comores, moins 63,5%, est également affecté par cette desserte directe. Avec un taux de remplissage de plus de 95%, la ligne a de beaux jours devant elle. Une 3e rotation est d'ailleurs déjà assurée, tandis qu'une 4e doit voir le jour lors des périodes pleines telles que juin, juillet et août. De quoi donner des idées aux autres compagnies qui ne cessent de revoir leur stratégie.
pour s'adapter aux évolutions de la concurrence. Et je me tourne maintenant vers Pierre Bellucci. Pierre, avec vous, on va reparler de ce nouveau gouvernement avec à sa tête Édouard Philippe. Aujourd'hui, beaucoup de voix se sont élevées pour justement décrire ce gouvernement qui a été un peu à la fois de gauche, de droite, on ne sait plus trop quelque part. Oui, en même temps, il a toujours dit, le nouveau président de la République, qu'il n'était ni de gauche ni de droite. Et il a surfé là-dessus depuis déjà des mois. Lorsqu'il a quitté le gouvernement, il s'est vraiment positionné comme un homme qui ne voulait pas être assimilé au parti politique, qui voulait incarner un mouvement, qui voulait incarner du renouveau. Donc finalement, dans sa manière de faire, il est obligé aujourd'hui d'innover aussi. C'est le préalable à sa crédibilité. Ensuite, donc voilà, effectivement, c'est un gouvernement avec quand même à sa tête un homme de droite qui a été élu député du parti Les Républicains. Donc ça, c'est aussi un signe fort, une stratégie, bien entendu, puisqu'il veut absolument casser. Il a réussi pour le parti socialiste à faire vraiment beaucoup de mal au parti socialiste lors de l'élection présidentielle. Il veut, lors de ce second tour, détruire les Républicains en leur sein. Et pour ça, eh bien, effectivement, Gérald Darmanin, qui a été élu ministre, Bruno Le Maire, qui était quand même candidat à la primaire de la droite, c'est pas rien, qui entre dans ce gouvernement. Et puis le premier ministre, bien entendu, Édouard Philippe, aussi, qui n'était pas une figure du parti Les Républicains, mais quand même qui était en quartier républicain et puis qui était un député de la République. Donc voilà, il y a effectivement cette volonté de montrer aux électeurs de droite qu'il incarne aussi la droite. Et puis il y a forcément le sortant, Jean-Yves Le Drian, et puis aussi Gérard Collomb, le maire de Lyon, qui est devenu ministre de l'Intérieur. Donc voilà, il est aussi allé chercher à gauche, ce qui est normal. Il avait besoin aussi de rassembler à gauche et puis au centre, avec François Bayrou et le MoDem. Donc il a vraiment eu une stratégie avec ce premier gouvernement qui cherchait à rassembler, à ratisser large pour remporter les élections législatives et bien entendu pour avoir une majorité et gouverner. Maintenant, de nombreux membres de la société civile aussi, ça c'est assez singulier. Effectivement, alors ça c'est 11 sur 23, donc ça aussi c'était une promesse qu'il avait faite et qu'il a tenue pour le moment, en tout cas dans ce premier gouvernement. Il l'a tenue et puis aussi avec, c'est peut-être ce qui change avec ce qu'on a toujours eu, on a souvent eu des personnalités politiques qui entraient dans les gouvernements mais qui n'étaient pas du tout des spécialistes. Là, on voit avec Laura Flessel, une ancienne championne olympique, au niveau de la santé, c'est un médecin. Voilà, donc on voit que dans plusieurs domaines, il a fait l'effort d'avoir aussi des spécialistes, des personnes qui connaissent le terrain. Ça, c'est important. Je pense que ça, il va gagner des points grâce à ça aussi. Maintenant, forcément, il y a beaucoup d'opposition aussi à ce gouvernement et beaucoup crient haut et fort à la mascarade, effectivement, et expliquent que tout ça, ce n'est fait uniquement pour casser les partis et pour gagner la majorité aux législatives. Donc maintenant, ça va être les électeurs. Alors, on sait qu'en général, les électeurs, depuis qu'on est passé à ce quinquennat, avec des élections qui se suivent, souvent, lorsqu'ils ont adoubé un président, eh bien, ils lui donnent la majorité pour gouverner. Est-ce que c'est ce qui va se passer ? On sait qu'il y a aussi cette problématique des législatives. On sait qu'à Mayotte, par exemple, il n'y a pas de candidat en marche. C'est aussi le cas dans certains autres territoires. Ça, c'est un problème. Même si, voilà, il y a des personnes, on en a une ce soir, des personnalités politiques qui se disent déjà en adéquation avec la politique qui sera menée par Emmanuel Macron et l'éventuelle majorité. Donc finalement, il a de grandes chances, effectivement, de remporter ces législatives. Mais il y aura une forte opposition. Et puis finalement, si on regarde bien sur l'échiquier, cette opposition, elle risque finalement de se déterminer aux extrêmes, c'est-à-dire à l'extrême gauche avec Jean-Luc Mélenchon, qui d'ailleurs se prétend le premier opposant aujourd'hui à Emmanuel Macron, et puis à Marine Le Pen, effectivement, qui, semble-t-il, a du mal quand même à se remettre de cette défaite, et puis c'est toujours plus difficile pour eux au niveau des législatives, mais en tout cas, voilà, ça sera vraiment ça, parce qu'au niveau des Républicains, du centre, et du Parti Socialiste, il y a de grandes chances pour qu'il ratisse très très large Emmanuel Macron et réussisse à avoir la majorité. Merci beaucoup Pierre pour toutes ces précisions. En tout cas, on continue à suivre cette période de campagne des législatives. Et on termine avec ce coup de projecteur sur l'association Hawa Mayotte. Créée en novembre 2014, l'association est agréée par le ministère de l'Environnement pour la surveillance de la qualité de l'air à Mayotte. Parmi ses missions, mesurer et étudier les polluants atmosphériques, informer et sensibiliser la population sur les effets nocifs de ces polluants. L'association vient tout juste de lancer son site internet. Elle se réjouit également d'être dotée d'une voiture hybride, la 3e sur toute l'île. Zoom sur les moyens de cette association avec Adèle Laurent.
Chaque activité humaine génère dans l'air ambiant des polluants en plus ou moins grande quantité. Et ces polluants sont différents selon la source d'émission. Trafic routier, activités industrielles, fumée de tabac, pesticides. La qualité de l'air que nous respirons dépend de la quantité de polluants émis et des conditions météorologiques qui les dispersent plus ou moins. Chaque jour, Hawa Mayotte mesure les indices de qualité de l'air à l'aide de moyens mobiles et passifs. Cet instrument est un préleveur de particules fines. On va pouvoir y détecter des métaux, les poussières et la masse de poussière. Voici le moyen mobile, la remorque laboratoire de l'association Hawa Mayotte, à l'intérieur de laquelle il y a les instruments de mesure. Le moyen mobile actuellement mesure en continu les particules fines pour l'instant, l'ozone, les oxydes d'azote et de soufre, mais nous sommes encore en régime d'évaluation et le régime de surveillance n'est pas encore atteint. Et d'après les données informatives récoltées l'année dernière, excepté la zone qui s'étend de Koungou à Dembéni, la qualité de l'air est globalement bonne sur l'île. Mais à l'intérieur de cette zone où le trafic routier est important, les mesures de concentration de particules fines sont plus élevées. Le directeur d'Hawa Mayotte nous explique les dangers de la pollution de l'air sur l'être humain. Il faut savoir qu'on respire 15 000 litres d'air par jour. On imagine la pollution et les filtres que sont nos poumons. Il faut absolument que la qualité de l'air soit la meilleure possible pour éviter des maladies chroniques telles que l'asthme ou protéger les enfants, les personnes âgées. Et ce n'est pas une surprise, la route tient une place importante dans la pollution atmosphérique et le réchauffement climatique. Et d'autant plus à Mayotte où le réseau routier est saturé avec 2000 véhicules l'empruntant par heure. Mais si le nombre de véhicules en circulation a augmenté, les progrès technologiques réalisés par l'industrie automobile peuvent avoir un impact positif sur le bilan environnemental. Le tout électrique n'étant pas encore pertinent sur l'île, puisque 95% de la production électrique mahoraise est générée à partir d'hydrocarbures et notamment de gasoil, l'association Hawa Mayotte a donc opté pour l'acquisition d'un véhicule de type hybride, avec la volonté d'impulser une dynamique du rouler plus proprement. Ça a été une volonté forte du bureau de l'association d'acquérir un véhicule disons plus propre au niveau des émissions de CO2 et des émissions de particules. Donc c'est un véhicule qui marche à moitié du temps électrique et à moitié du temps avec un moteur thermique à essence. Là, le moteur thermique donc, permet de faire rouler la voiture, normal, et aussi recharge la batterie. On peut voir le niveau de la batterie, c'est comme sur un smartphone. La batterie se recharge avec le roulage et quand on freine aussi. Alors plus on freine et plus on recharge la batterie. À Mozo, on freine beaucoup. Une association dans l'air de son temps. Et pour cause, Hawa Mayotte vient de mettre en ligne son site internet où toutes les informations concernant la qualité de l'air peuvent être retrouvées et notamment les bonnes manières à acquérir pour préserver notre air. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Une édition rediffusée sur OM5, également disponible en replay sur notre site l'infoquesi.fr, sur YouTube et sur notre page Facebook. Demain matin, dès 6h, retrouvez toute l'équipe de la matinale avec en plateau à 7h Ivo Rakoton-Ravello, avec qui sera question de ce préavis de grève prévu pour le 6 juin. À 7h30, la parole sera donnée à un membre du syndicat SGP Police. Excellente suite de programme à vous sur KTV et à demain.